Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne qui vous permet de rester à l'écoute des marchés du lundi au vendredi sur Bismart à 17h chaque soir en direct sur Bismart TV si vous nous suivez sur vos box. En replay évidemment chaque jour sur bismart.fr et en podcast également sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés actions qui continuent d'évoluer en dents de scie après la phase de reprise qu'on a vue à partir de la moitié du mois d'août pour les actions et les actions européennes notamment. Les dernières séances marquent plutôt un effritement de ce mouvement de reprise. La séance du jour est encore assez emblématique à ce niveau-là, avec une petite baisse sans doute à l'arrivée pour les indices européens et un CAC 40 qui tourne autour de 7250 points désormais, avec quand même d'autres mouvements à signaler sur des marchés de devises ou des marchés de matières premières qui sont peut-être d'ailleurs les principaux mouvements de l'été. Le rebond du dollar et du pétrole de concert, avec une accélération même de la hausse du pétrole en ce moment même, après que l'Arabie Saoudite et la Russie aient confirmé la prolongation de leur coupe de production domestique, à savoir 1 million de barils par jour pour l'Arabie Saoudite, une coupe de production qui sera prolongée jusqu'à fin décembre, et 300 000 barils par jour pour la Russie. Là aussi, une coupe de production qui sera prolongée pour les 3 prochains mois. Le pétrole atteint de nouveaux sommets annuels et des plus hauts même depuis novembre 2022, si on regarde par exemple le Brent comme référence, avec un baril qui a atteint plus de 90 $ au cours de cette séance. Et l'autre mouvement en parallèle, c'est la hausse du dollar. Intéressant de voir le pétrole et le dollar monter en même temps. Le dollar, l'indice dollar face à un ensemble de devises majeures avait touché un point bas au début du mois de juillet. Il n'a cessé de rebondir depuis. Ainsi, l'indice dollar se retrouve au plus haut depuis mars désormais de cette année. Nous discuterons évidemment de ces mouvements de marché avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur le marché des actions européennes avec une logique de range indiciel qu'on observe depuis des mois maintenant. Quand on prend la référence du Stock 600 par exemple, l'indice large des grandes valeurs européennes, les niveaux que l'on connaît aujourd'hui sont à peu près les mêmes que ceux qu'on connaissait au mois de février, au mois de mars dernier. Comment expliquer cette situation de marché à plat et quelles sont les convictions que l'on peut avoir malgré une configuration de marché en consolidation ou à plat? Nous en discuterons avec Roland Caloyan, le responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB, qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés, avec une tendance qui reste hésitante et qui est plutôt une tendance à l'effritement d'ailleurs sur les actions européennes. Le résumé du jour avec Comme du Bois. La bourse de Paris fait du surplace ce mardi, fermée hier pour cause de Labor Day. Wall Street s'oriente vers une ouverture indécise. Du côté de la Chine, l'activité dans les services a accusé son 3e ralentissement consécutif en août. Elle retombe même à son plus bas de l'année, avec un indice PMI Caixin qui recule à 51,8 points le mois dernier. Le ralentissement de l'activité économique dans la zone euro s'est amplifié plus que prévu. L'indice PMI Composite ressort à 46,7 pour le mois d'août, son plus bas depuis 9 mois, contre 48,6 pour juillet. Du côté des valeurs, on retiendra le rebond de Total tout au long de la séance, porté par la poursuite du rebond des cours du pétrole, qui se trouve sur des plus hauts annuels. Renault évolue également en hausse ce mardi, jusqu'à près de 2% en séance, après une interview de Luca De Meo au Financial Times, dans laquelle le directeur général du groupe évoque une valorisation d'Ampère, la future entité électrique de Renault, située entre 8 et 10 milliards d'euros après sa future introduction en bourse l'année prochaine. A l'inverse, Crédit Agricole recule de 1,9% en séance, après que Goldman Sachs ait dégradé ses recommandations sur le titre de la banque de neutre à vendre. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de l'indice ISM Service pour le mois d'août aux États-Unis, ainsi que des commandes industrielles allemandes pour le mois de juillet. À noter que la Banque du Canada va donner sa décision de politique monétaire. Un statu quo est attendu. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché, le résumé du jour avec Comme du Bois qui nous accompagne dans Smart Bourse sur Bismart.
trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Ravi d'accueillir ce soir Sébastien Lalvé qui est avec nous en plateau. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Directeur général de la financière Arbevel. Alexandre Taïeb est avec nous également en plateau, gérant chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là et merci à Xavier Chapard de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, vous Xavier et tous les trois au sens large. Xavier, vous êtes stratégiste chez LBPAM, c'est ça maintenant. On ne dit plus la Banque Postale Asset Management, je le précise parce que voilà, le nouveau nom. LBPAM, désormais ça claque. Mieux. Je commence avec vous Xavier, effectivement on cherche toujours cette période de rentrée, qu'est-ce qui a changé au cours de l'été par rapport à l'état du monde, des marchés, tel qu'on a pu le laisser au mois de juin ou au mois de juillet. Je note quand même deux phénomènes importants, assez significatifs en termes de mouvement. L'indice dollar qui a dû toucher un plus bas de l'année au cours du mois de juillet est remonté au plus haut du mois de mars. Donc une remontée quand même assez significative face à un ensemble de devises. Et en parallèle de ça, on a eu une remontée continue ou quasi continue des cours du pétrole, en l'occurrence, dans le compartiment des matières premières. On avait un pétrole qui était au plus bas en juin, autour de $70 pour le baril de Brent, peut-être un petit peu au-dessus. On retrouve aujourd'hui le Brent à plus de $90. Qu'est-ce qui explique ces mouvements sur une période de 2 mois? Et quelles sont les interrogations que ça peut soulever, notamment quand on parle du pétrole et du poids que les matières premières ont eu dans les mécanismes d'inflation, de diffusion de l'inflation, puis de désinflation? Alors le pétrole, comme vous avez dit, c'est quand même des drivers spécifiques sur l'offre de pétrole qui va être réduite un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que ça repose des questions sur les hausses de taux de la Fed. Notre scénario, c'est toujours une pause de la Fed en septembre, mais le risque de hausse va continuer à être avec nous au moins jusqu'à la fin de l'année si le pétrole reste à ces niveaux-là. Et ça vient renforcer encore la suprématie non seulement du dollar, mais en fait de l'économie américaine par rapport au reste du monde. Et en fait, c'est ce qu'on a observé cet été avec les craintes croissantes sur la Chine et le ralentissement européen qui est plus fort qu'attendu. Et donc tout ça, forcément, ça crée un gap avec les États-Unis qui est croissant et qui soutient le dollar. Et c'est un problème pour nous parce que le problème de la hausse du dollar, c'est qu'elle est négative pour tout le monde, en fait, dans les perspectives. C'est-à-dire qu'elle est négative pour les États-Unis qui sont moins compétitifs. Mais contrairement aux autres devises, c'est pas positif pour les autres parce que ça augmente le coût de financement et les incertitudes financières pour l'ensemble, en fait, du reste du monde. Faut pas oublier que le dollar, ça reste la monnaie de pivot, la monnaie de réserve mondiale. Même si le poids économique des États-Unis a baissé, le poids du dollar a pas du tout baissé. Et donc, c'est vrai que ça renforce encore les incertitudes. Et donc, un peu ce risk-off sur tous les autres marchés, à part le pétrole qui a son driver propre. Ouais, ça a pris quand même 20-30% les cours du pétrole. C'est toujours une question d'offre sur le pétrole. Alors, l'annonce du jour, c'est la prolongation des réductions domestiques de l'Arabie Saoudite et de la Russie jusqu'à la fin du mois de décembre. Mais enfin, le rebond du pétrole, il n'a pas commencé aujourd'hui non plus. Est-ce qu'il y a dans le marché pétrolier et des matières premières des anticipations liées peut-être à un point bas de l'économie chinoise, voire une phase de relance qui pourrait, à un moment quand même, peut-être arriver? C'est vrai que les autorités chinoises font un peu plus pour soutenir l'économie depuis la semaine dernière, notamment sur l'immobilier, avec des mesures qui n'avaient pas été prises depuis 2015. Donc on voit, ça reste pas le grand soir, mais c'est un peu plus, donc des espoirs peut-être de stabilisation de la Chine. Et puis il y a un marché du pétrole qui est tendu de toute façon, en ce que fin de troisième trimestre et quatrième trimestre, on savait que l'offre allait être en dessous de la demande pendant au moins cette période-là. Nous, on pense que ça va pas durer et que 90, on est un peu à un point haut pour les prochains mois, mais l'incertitude est là. Et un des éléments qui a soutenu le pétrole à partir du milieu de l'été, c'est aussi de voir que la Russie a l'air de commencer à vraiment réduire sa production. Ça fait depuis mars dernier qu'elle s'était engagée à réduire sa production. On ne le voyait pas en fait jusqu'à juin. Et là, on voit que la production commence à baisser et donc ça rééquilibre le problème d'offre sur le pétrole. Alexandre, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces mouvements autour du dollar et du pétrole, et quels sont les enseignements qu'on peut en tirer? Est-ce que ça annonce quelque chose de particulier? Si je commence par le dollar, pour expliquer pourquoi, enfin peut-être ce qui a changé entre juin et maintenant, parce que si vous vous souvenez, sur la première partie de l'année, on disait, globalement, on devrait en 2023 avoir une petite récession aux US, mais l'Europe, ça tient bien, la crise énergétique est passée. Et en fait, aujourd'hui, ça s'est presque totalement inversé.
l'idée de stagflation revient en Europe et on parle de soft landing, voire de no landing aux US. Donc le fait que les investisseurs reviennent sur le dollar et que le dollar s'apprécie est assez logique. Sur la partie pétrole, oui, il y a un facteur offre. La réduction de l'offre fait que le prix augmente, mais la justification a toujours été que la demande allait se tarir. Néanmoins, si la Chine continue, alors c'est à coup de mesurette, mais si elle continue de relancer et que l'économie chinoise tient relativement bien, si elle atteint 5% de croissance, ok, c'est bas par rapport à ce qu'on a connu, mais ça tient relativement bien. Alors on pourrait avoir une demande qui est nettement supérieure et avec une offre qui est contenue, avoir un prix qui va au-delà de $90. Donc, Au regard des tensions qu'on décrivait sur le marché, l'équilibre offre-demande, oui. ça joue à quelques milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers de barils, Oui. de barils jour. Oui. C'est-à-dire que, voilà, Aujourd'hui, incrémentalement, une demande légèrement meilleure en Chine, ça peut avoir des effets sur le prix importants. Tout à fait. Et donc, partant de là, en fait, le risque, à mon sens, que ça représente est plus important en Europe qu'ailleurs. La Chine arrive à s'approvisionner, les Américains payent en dollars, nous, avec notre euro qui s'affaiblit et des prix des matières premières qui augmentent, on peut avoir un souci. Et clairement, donc si on doit aller un pas plus loin, si l'inflation devait revenir, en tout cas historiquement, ce qu'on connaît, c'était un contre-choc pétrolier dans les années 80. Plus largement, ce serait un contre-choc de matières premières aujourd'hui, de matières premières plus généralement, parce qu'on a toujours le phénomène de la transition énergétique avec le prix des métaux, on a le prix des matières premières agricoles qui peut aussi faire augmenter l'inflation. Donc voilà, si jamais l'inflation devait revenir aujourd'hui, effectivement, le déclencheur serait probablement le prix des matières premières aujourd'hui. D'un point de vue d'investisseur, alors je sais qu'en fonction des maisons, de la typologie des fonds que vous gérez, ça devient parfois compliqué d'avoir des sociétés pétrolières en portefeuille. Mais en termes de dynamique de marché, parce que pour le coup, ressources de base et oil and gas, c'est les deux pires performeurs de l'année sur le plan boursier, en termes de secteur, au moins en Europe. Est-ce que ces secteurs-là sont amenés à être peut-être plus dynamique peut-être à partir de là. Complètement. Ouais. Oui, Non, mais pas le pétrole, ça a bien marché. Oui, le pétrole a plutôt bien marché, c'est les pétrole minières. et parapétrole a bien marché. Le secteur oil and gas en Europe. Oui, non, la partie pétrole et parapétrole marche bien. Ce qui ne marche pas, c'est au mois d'août, par exemple, tu as vraiment observé les matières premières qui baissent, sauf le pétrole et le parapétrole. De toute façon, le problème de la transition énergétique, ça va être long. Donc, expliquer que le pétrole, comme ça, on va le résumer. En fait, moi, on discute avec beaucoup de compagnies de parapétrole, et ils nous ont dit il y a plus d'un an que 2023 serait l'occasion d'un déséquilibre offre-demande. C'était écrit, en réalité. Pourquoi c'est écrit ? Parce que ça fait 10 ans que les compagnies pétrolières n'investissent pas, ou peu, pour des raisons que l'on connaît tous. Donc c'est juste qu'à un moment, ils y a des maths. Donc aujourd'hui, en plus, il n'y a pas d'exploration, ou très peu, et que tous les investissements se font quasiment uniquement en exploitation des puits existants, donc en optimisation des puits existants. Donc ça s'est vu, alors moi je regarde l'indice sectoriel en Europe effectivement, mais je n'ai pas la décomposition. Mais vous dites, dans les sous-segments, les compagnies d'exploration et les juniors, ça a bien marché. Les Vallourec, les CGG, les Technip Energies. Et ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on a commencé à aborder, c'est-à-dire on n'a pas d'investir dans ces boîtes parce que c'est mal. Factuellement, je dis que la réglementation complique mais je sais. Parfois l'investissement dans ces sociétés. Je suis taquin. Mais sauf que la réalité, c'est que tout le monde, par exemple, veut faire la capture carbone. Donc on dit hacker carbone capture, c'est super parce que si ça capture le carbone, ça va sauver la planète. Sauf que c'est quoi en fait ? C'est de l'industrie, c'est de l'ingénierie. Et devinez quoi, des gens comme Technip Energies, c'est un peu leur métier aussi de faire de l'ingénierie et des grands projets. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Ils font la capture carbone. Au même titre qu'aujourd'hui, le plus grand des plus gros exploitants de ressources renouvelables aujourd'hui, c'est Total. Et donc en réalité, on se trouve aujourd'hui à un moment où de toute façon la transition énergétique, tu ne la feras pas sans le cash flow de ces sociétés et le savoir-faire de ces sociétés-là. Donc les avoir opposés historiquement, c'est compliqué en fait, parce qu'à la fin, les ingénieurs, tu en as besoin. Les gens de Technip Energies, je pense, sont très qualifiés pour faire ces nouveaux métiers. Et vous parlez avec Vallourec, qui vous disent quoi ? C'est que les tubes sans soudure qu'ils font, on en a besoin pour faire du pétrole sale de schiste, mais c'est les mêmes
pour faire de l'énergie propre. Oui, du nucléaire ou autre, bien sûr, oui, ils sont sur... oui, je suis Sauf d'accord. qu'aujourd'hui, ces C'est pas tout à gens-là- fait les mêmes boîtes, Valorec, Non, Technip mais- Énergie non, mais et mon- Total, mais hein, mon c'est point, pas tout à fait quand les tu boîtes, discutes les avec mêmes Valorec, boîtes. ils Ouais. te disent qu'aujourd'hui, ils ont un carnet de commandes qui est historique, parce que tu as à la fois les industries traditionnelles qui doivent réinvestir parce que les Indiens, ils commencent à être beaucoup et ils consomment. Donc tu as un vrai besoin. Et en même temps, tu as toutes les nouvelles énergies qui sont aussi demandeurs d'infrastructures diverses et variées. C'est des boîtes qui ont changé de statut technique. Alors, ils se sont splittés, je sais, Je parle de effectivement. Technip Energies, ouais. Technip Energy, c'est une boîte qui a changé de statut aux yeux des investisseurs. On voit ça comme un équipementier de la transition énergétique et plus uniquement comme une boîte parapétrolière, Alors après, comme on l'a Après, caractérisé il y a quelques années. Ce qui risque de se passer, à mon avis, c'est que ces sociétés-là, pour des raisons, je dirais, type taxonomie, il est possible qu'elles fassent des spin-offs. Oui, c'est ce qu'on voit partout. Hein. Mais ces spin-offs sont créateurs de valeur, parce que tu vas cristalliser de la valeur, en fait, d'une certaine façon. Donc, on le voit dans l'automobile, on le voit chez les énergéticiens. Tout le monde essaye d'extraire le maximum de la valeur de son activité green ou de son activité électrique de demain. Et le paradoxe du mois d'août, donc qui a été un mois qui a été compliqué sur les marchés, compliqué à plein de niveaux, tu te rends compte que justement, nous, dans les fonds qu'on gère, parmi les très bons contributeurs, tu as tout ce qui est lié au pétrole et au parapétrole. Et parmi les contributeurs négatifs, tu as tout ce qui est lié aux matières premières, hors pétrole. Pourquoi ? Parce que la rhétorique récession, Chine, a eu un impact négatif sur ces sociétés cycliques. Et ce qui est meilleur, quand tu regardes, par exemple, le prix du lithium depuis un an, il est en forte baisse. Parce que ça t'es dans une rhétorique récession à venir, alors que tu oublies complètement, même pour le cuivre. Alors que l'année prochaine, tu vas te retrouver en shortage de cuivre. Oui, et le cuivre, pendant des années. Oui. Donc, quand tu vois des analystes matières premières, ils disent, tu as une espèce de truc tout bizarre qui se passe, c'est qu'en fait, tu as un risque court terme qui est totalement en train d'occulter un problème offre et demande. Oui, bien sûr. Oui. On surestime le court terme et on sous-estime le moyen-long terme du point de vue de l'énergie aujourd'hui. Je pense qu'il y a deux choses que je voulais rajouter. La première, c'est que sur les perspectives là, pour le prix du pétrole dans les prochains mois, la variable, à mon avis, ça va être la production américaine. Parce que c'est ça qui nous a surpris. Il n'y a pas eu de reprise malgré la hausse du prix. C'est elle qui doit combler le trou au final pour avoir un scénario de prix du pétrole qui reste raisonnable. La deuxième chose, c'est que pour l'Europe, il ne faut pas confondre ce qu'on vit actuellement avec ce qu'on a vécu l'année dernière, parce que le prix du gaz reste relativement capé, du coup le prix de l'électricité, et donc on ne parle pas du tout du même choc énergétique que ce qu'on a eu l'année dernière. Oui. C'est sans doute le prix du gaz naturel qui est plus important peut-être pour l'Europe que le prix du brut, brut léger américain en tant que tel. Oui, et surtout parce qu'il permet de pricer l'électricité. En fait. Enfin, le vrai problème de l'Europe, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme de fixation de prix intelligent qui a été fait sur l'électricité. Oui, exactement. Mais si tu parles du vrai problème de l'Europe, c'est que tu as dans les matières premières en général, tu as des marchés, tu vois, sur le nickel, où il y a des trucs qui ont des marchés qui sont quand même fondamentaux. Sur les matières premières, la fixation des prix, regarde ce qui se passe sur le nickel, c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire, il se passe quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'était l'année dernière, où tu as eu des mecs qui sont mis short, et le marché a explosé. Des transactions qui ont été annulées sur le LME, donc c'est quand même des trucs importants. Et tu te rends compte maintenant, tu as des news régulières où en fait tu as des stocks qui ont disparu. Enfin, c'est des marchés de gré à gré qui aujourd'hui sont un peu importants. Après, sur la fixation du prix, on se retrouve dans des problèmes européens de guéguerre franco-allemande. Oui, non, mais on ne va pas ouvrir toute la boîte des problèmes européens. Moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est intéressant, puisqu'on parle des matières premières. Je regardais, on a quand même des stocks de gaz naturel qui sont remplis à 90%, là, à la sortie de l'été, au plus haut historique avant d'attaquer la période automnale et hivernale. Exactement. Est-ce que ça suffit à se rassurer, à se dire qu'on ne va pas revivre, en tout cas, les mêmes émotions que l'hiver dernier ? Moi, je pense que pour cet hiver, on est relativement bien. Ça ne veut pas dire qu'au-delà, tout ira forcément bien. On reste évidemment tendu. On a vu là, avec les menaces de grève en Australie, qui est le premier producteur de LNG, que déjà ça mettait un peu de tension, mais on reste au final là avec des prix raisonnables. On disait qu'on était assez confiant sur l'hiver dernier et très inquiet sur cet hiver-là. Exactement, mais au final, on a réussi à mieux se sourcer. Et puis l'hiver dernier, on a beaucoup moins consommé grâce à la température, tout simplement. Du coup, au final, là, aujourd'hui, on commence
l'hiver avec des stocks élevés, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 2 ans quand les Russes avaient fait baisser les stocks européens. Alexandre. Un léger bémol sur le fait qu'on ait réussi à bien se sourcer sur le gaz cette année, c'est que la Chine était à moitié en confinement. Donc il va y avoir une demande de gaz qui va augmenter. Donc effectivement, à court terme, je rejoins totalement. Pour cet hiver, on est OK. C'est vrai, hein. Mais là, il va falloir commencer à se poser des questions sur est-ce qu'il ne va pas y avoir une guerre des prix ou une guerre de la demande sur le gaz. On a sécurisé quelques contrats quand même d'approvisionnement. On a eu le temps en 6, 9, 12 mois d'assurer aussi des contrats de long terme peut-être qu'on n'avait pas forcément. On consomme 15% de gaz en moins qu'il y a un an. Ça sécurise une partie. Est-ce que tout ça plaide... Alors, si on revient au sujet de Banque centrale, est-ce que tout ça plaide valide en tout cas ce que nous vendent à nouveau les banquiers centraux à Jackson Hole? Ne comptez pas sur des baisses de taux rapides. Le higher for longer, c'est sérieux. C'est-à-dire que au mieux, les taux resteront élevés pour plus longtemps et ils seront peut-être même plus élevés pour longtemps ou pour plus longtemps. Alors le premier cas pour la Fed, le second pour la BCE. Ouais. Le higher for longer, oui, il est sérieux au niveau de la Fed, mais je pense que globalement, elle a terminé. Je mets même un point d'interrogation sur la hausse de taux de novembre. On a une inflation nominale qui est autour de 3, une inflation core qui est à 4,5. C'est élevé, c'est vivable. Donc c'est pas un gros problème. Et surtout, la grosse composante de l'inflation aux États-Unis, qui est l'immobilier, commence enfin à montrer des signes d'essoufflement. Donc monter les taux pour monter les taux, je vois pas beaucoup l'intérêt, d'autant que la Fed continue son quantitative tightening sur l'autre partie de la courbe. Donc là aussi, elle essaye d'alléger son bilan, de resserrer les conditions de crédit. Elle le fait plutôt bien. Il y a les effets qui commencent à se matérialiser. On voit des effets qui vont continuer de se matérialiser dans les mois à venir. Donc en fait, l'objectif de 2%, il n'est pas si loin que ça pour les États-Unis. Donc je la vois pas. Là, si elle commence à rentrer dans un nouveau cycle de hausse de taux, elle risque de mettre en péril une économie qui est vue comme étant en soft landing. De l'autre côté, on a la BCE. Oui, là, on peut aller un peu plus haut, mais tout simplement parce qu'elle est en retard. Elle est en retard par rapport à ce qu'a fait la Fed, et elle est en retard sur l'inflation de la zone euro. Là, on parle d'une inflation, typiquement en Allemagne, qui est autour de 6, et c'est la difficulté, avec une économie qui est en ralentissement plus marqué qu'aux États-Unis. Donc, disons que, au moins, même si Christine Lagarde décide de faire une pause, il va falloir qu'elle continue d'avoir un discours très hawkish. Et donc ça, c'est le souci. Et le deuxième souci pour l'Europe, c'est que contrairement aux États-Unis, la politique budgétaire peut moins prendre le relais. Pourquoi ? Parce que critère de Maastricht, en fait, ils sont en train d'être rediscutés là. On commence à voir des sorties du style dans des cas extrêmes, on va peut-être pouvoir faire un peu plus de déficit que ce que les règles prévoient. Personne ne les respecte de toute façon. Donc... Non, personne ne les respecte, mais il y a quand même des amendes à la clé, il y a quand même des sanctions à la clé. Donc les Allemands les respectent. Oui. Les Allemands les respectent, mais c'est peut-être ce qui les met dans la planète. Les déséquilibres budgétaires, ça marche dans les deux sens. Enfin, trop d'excédents, ça fait partie aussi des déséquilibres budgétaires qui peuvent être sanctionnés, théoriquement en tout cas, par la Commission. Ah non, parce que c'est un excédent. D'accord, c'est asymétrique. C'est juste les déficits. Les règles sont faites par les Allemands. Les imbalances qui étaient les excessive imbalances. Pour les déficits, pour les budgets, c'est que les déficits, et pour les comptes courants, on a le droit d'être en sur-excédent. D'accord. Oui, c'est très déséquilibré entre les déficits et les excédents. Mais pour ce qui est baisse de taux, il n'y a pas d'urgence non plus à baisser les taux aujourd'hui. Il n'y a pas de crise, il n'y a rien qui a craqué. Donc les banques centrales se laissent aussi des marges de manœuvre et attendent de voir si elles ont besoin de baisser les taux. Mais pour l'instant, c'est higher for longer et c'est très sérieux. Où est-ce que ça transmet le plus vite, la politique monétaire ? C'est là où moi je mets un bémol. On a quand même l'impression qu'en zone euro, ça fait plus mal qu'aux États-Unis. Ça transmet plus vite en zone euro ? Plus vite. Alors, c'est pas ce qu'on disait au début. En ampleur, oui, mais en ampleur, on en a fait moins. Le seul problème, c'est que nous, on passe pas uniquement, mais beaucoup par le système bancaire. Et le système bancaire est beaucoup plus impacté. On l'a vu avec la croissance des crédits, des masses monétaires ou tout ça en zone euro. Ça fait assez mal. Et quand on voit les chiffres... L'impulsion de crédit est déjà négative depuis plusieurs trimestres en zone euro. Depuis 2 trimestres. Et si on regarde les enquêtes auprès des banques, ça suggère que ça reste négatif au moins jusqu'au début de l'année prochaine. Et ça, on a remis plus de temps à le voir aux États-Unis.
Oui, je pense, parce que notamment, il y a une composante marché plus importante dans le refinancement aux États-Unis. Et en fait, ce qu'on a vu depuis le début de l'année, c'est que les conditions financières aux États-Unis, malgré les hausses de taux de la Fed, elles se détendaient plutôt, parce que les actions montaient, parce que les taux longs, après le stress bancaire, ont plutôt baissé. On l'a vu avec les taux mortgage qui avaient atteint plus de 7,5% fin de l'année dernière, qui étaient redescendus à 6%. Mais là, depuis cet été, par contre, ça avec remonte. la hausse des taux taux, réels, etc. taux ça réels, repart. dollars, et du coup taux dans l'économie, ça repart. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est le ralentissement des émissions. Donc les entreprises arrivent encore à émettre de façon assez positive dans le marché. Mais du coup, ça veut dire que ça freine moins l'économie. Or, aux États-Unis, c'est 70% de refinancement marché. En Europe, on est 70% en financement bancaire. C'était pas évident au départ. On aurait pu se dire un marché très désintermédié comme les États-Unis, la transmission par le marché va se faire beaucoup plus vite auprès des agents économiques, entreprises, ménages. Mais c'est parce qu'on s'attendait à des ajustements sur les spreads de crédit, sur les actions, beaucoup plus importants qu'on n'a pas vu en fait. C'est les marchés ont été un peu contre la Fed pendant les 6 premiers mois de l'année. Depuis cet été, ça va plutôt dans le même sens de durcir. Ouais. Sébastien ? Mais après, là où on a... Quand on dit que ça se voit plus en Europe, c'est qu'en fait, aux États-Unis, ça va mieux aussi, parce qu'ils ont fait l'IRA aussi. Donc, il y a la politique budgétaire. Donc la politique budgétaire est plus efficace. Voilà. Alors, plus efficace avec plus de 6% de déficit sur PIB prévu l'an prochain. Oui, j'espère qu'il y a un peu d'efficacité. Non, c'est pas ça. C'est que parce que c'est beaucoup quand même. Oui, parce que je pense que si on peut pas parler d'une meilleure tenue de l'économie si on parle pas de ça. Non, mais c'est clé. C'est la variable clé. Mais le problème, c'est que dans une économie mondialisée comme la nôtre, leur déficit budgétaire attire les boîtes européennes, et nous, on les enlève ici. Donc, on a plein d'exemples de boîtes qui pensaient investir en Europe et qui ont choisi, finalement, pour des raisons de stabilité et de visibilité des aides, d'aller aux États-Unis. Ouais. Donc après, on peut argumenter que, au final, c'est un déficit. Est-ce que le multiplicateur budgétaire sera tel que, au final, ça sera un TRI positif pour le taxpayer américain? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que ça nous enlève des ressources, des investissements ici. Ouais. De toute façon, États-Unis, Europe, Chine, de ce point de vue-là, le classement est parfaitement respecté. Enfin, ceux qui ont une politique fiscale budgétaire la plus entreprenante sont ceux qui s'en sortent le mieux en termes de régime de croissance, et ça va décrescendo jusqu'à la Chine qui reste très timide aujourd'hui. Mais vous disiez, Alexandre, c'est la variable clé, la politique budgétaire, et on l'a peut-être d'ailleurs pas mal sous-estimé. C'est vrai qu'on a l'image d'une Europe, à travers la lecture française ou des pays du Sud, d'une Europe très dépensière, qui aime les déficits, qui veut toujours faire plus de déficits. La réalité, c'est que la dynamique des déficits en Europe l'an prochain, elle va plutôt s'amoindrir. Absolument. Alors qu'aux États-Unis, on est parti 2024-2025 pour être encore plus expansionniste peut-être. Mais il y a Alors, Biden prévoit quand même des augmentations d'impôts pour les plus riches qui devraient résorber un peu ça à horizon 2026. Donc, ne vous inquiétez pas. Oui, il y a toujours ça, la question de la soutenabilité à 10 ans, mais bon. Les déficits à 7%, en tout cas, tant que la Fed continue de resserrer, que ce soit via le QT ou via des hausses de taux, je pense qu'il y a des déficits à 7%, on va continuer de les voir. Et le marché aime ça? Enfin, je veux dire, pour un investisseur action ou pour un investisseur tout court, c'est pas un problème aujourd'hui, ce sera peut-être un problème demain, mais le marché a l'habitude de reporter les problèmes dans le temps. Donc, en théorie, si tu avais un dollar qui baissait, la fin, c'est le dollar. C'est ta monnaie. Enfin, c'est leur monnaie. C'est leur déficit, leur monnaie. Donc, Et c'est un peu en face le problème de la Chine, qui a un ratio dette sur PIB qui est très élevé, qui est à 150%. Mais finalement, le soutien de la Chine, il a été essentiellement monétaire. C'est un des gros problèmes, c'est que la politique budgétaire n'a pas vraiment pris ce relais. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça, ce que disait Xavier, c'est pas le grand soir, effectivement, c'est pas du tout le grand soir. Et au moment où ils vont actionner vraiment cette politique budgétaire, s'ils le font à un moment, on verra au plénum d'octobre du parti s'ils nous disent quelque chose. Mais tant qu'il n'y a pas ça, il y a encore d'autres problèmes. Il y a des problèmes de confiance, etc. On y viendra peut-être après. Mais tant qu'il n'y a pas ça, il n'y aura pas vraiment de reprise de la confiance sur le marché chinois. Bon, ça va créer des écarts encore plus importants entre l'Europe et les États-Unis l'an prochain, ces histoires de dynamique fiscale, budgétaire, Xavier? L'an prochain, je ne suis pas sûr cette année, ça c'est sûr, que ça crée une grosse dichotomie. L'année prochaine, le problème c'est qu'on va être en année électorale aux États-Unis.
Faut voir, hein, parce que là, le budget, il faut qu'ils votent un budget avant la fin septembre. Sinon, on risque d'avoir un gouvernement de shutdown. On a aussi les crédits étudiants où les remboursements reprennent à partir d'octobre. Donc ça risque d'être un peu moins favorable à partir de maintenant. En fait, c'est parce qu'on part d'un niveau de déficit énorme. Donc il va rester énorme et peut-être un tout petit peu moins, et du coup un peu moins de divergence. Et puis côté européen, ça dépend. S'il y a des grosses révisions de croissance, peut-être que l'Allemagne va lâcher un peu. C'est ce que suggèrent les dernières décisions. Jusque-là, ils ne voulaient pas bouger de la règle d'or. Qu'est-ce qu'ils ont mis là, 7 milliards, c'est ça? 7 milliards par an, ils mettent? C'est ça, donc c'est pas grand-chose, hein, c'est 0,15 points de PIB. Mais jusque-là, ils pensaient resserrer d'un point de PIB. Déjà, on a enlevé 0,15. On va voir. Peut-être que, j'espère qu'on va être un peu plus pragmatique. On parle des marchés Sébastien, oui, je disais, le stock 600, enfin l'Europe, les marchés européens, c'est vrai que les indices font plus grand-chose. Sous les indices, forcément, il se passe des choses. Vous disiez, le mois d'août a été un peu compliqué. On s'est rattrapé un peu sur la fin du mois, mais au final, les indices restent dans des ranges de fluctuations qui sont bien installés depuis quelques temps. Si on part du principe que les indices représentent la réalité des marchés. Alors non, mais oui, je suis obligé de dire ça. Bien sûr, c'est une lecture partielle. Je suis bien d'accord. C'est pas une lecture partielle, c'est que quand tu as 12 valeurs sur le Nasdaq qui font 100% de la perf du S&P, enfin tu vois, c'est... Ça existe sur d'autres indices. L'indice italien, c'est 10 valeurs qui font 60 ou 80% de la perf aussi. Tu avais moins ça. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Je veux dire, les algos, les ETF, les smart ETF, et tous ces trucs-là font que le problème, c'est que le marché, aujourd'hui, il y a ce qu'on connaît, il y a les 30-40 boîtes que tout le monde connaît. Et ce qui est pénible en tant que stock picker, c'est que la boîte la plus excitante du monde sur l'IA, potentiellement, c'est la boîte la plus connue du monde aussi. Donc, toi, tu dis, moi, je suis du stock picking, payez-moi des frais de gestion parce qu'honnêtement, je suis hyper fort, je trouve des super idées. On dit, t'es gentil, Coco, mais moi, j'achète Nvidia et Google, Amazon et Tesla et je fais mieux que toi. Donc, non, mais qu'est-ce que ça nous dit des intérêts quand on sort un peu de cette lecture indicielle, du coup, Sébastien? Qu'est-ce que vous retenez des intérêts du marché, à la sortie de l'été ou en cette période de rentrée? Moi, je constate, si vous écoutez, je crois que c'est Norcia qui a fait une étude sur l'allocation des CGP, c'est 7% en actions. C'était 30% il y a 2 ans. Donc, ils aiment beaucoup faire des produits structurés, ils aiment beaucoup faire des fonds datés. Après, c'est pas con, tu as 6%. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as une véritable... Le marché est vraiment à 2 vitesses. Sur les small cap, les small mid cap, on a 12 fois les résultats. Il n'y a jamais eu un tel écart de valorisation avec les larges. Il y a plusieurs marchés en un, en fait. Donc aujourd'hui, et il y a assez peu, pour l'instant, de retour à la moyenne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la valorisation, qui est supposée être l'alpha et l'oméga d'un investisseur, aujourd'hui n'est pas un critère qui justifie quoi que ce soit, en fait. Donc, et parfois, le marché est plus intelligent que les gérants, parce que quand il achète Nvidia en début d'année, ça fait 150%. Après, c'est le bon exemple de dire qu'il y a des boîtes où, en fait, ce que tu vois, c'est juste que le marché, les gens n'ont pas anticipé la croissance. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des boîtes qui ont été dirétées de façon extraordinaire et des boîtes qui sont juste qui intéressent personne. Donc, le private equity va venir. Quand tu as un indice Argos du private equity qui valorise les boîtes aux alentours de plus de 10 fois les EBITDA, le CAC Small est valorisé à 7 fois les EBITDA. Donc ça veut dire que tu as une décote de liquidité. Donc pour ceux qui ont de la liquidité à apporter dans le monde des marchés privés, il y a peut-être même déjà des opérations intéressantes. Bien sûr. Tu vois, il y a plein de boîtes qui se sont sorties de bourse et ainsi de suite. Donc en fait, tu as aujourd'hui, moi, ma vision, c'est qu'il y a des sociétés extrêmement bien gérées, avec un vrai désintérêt. L'été a été meurtrier pour pas mal de small et micro, parce qu'il y a moins de liquidité. Encore. Ça continue. Mais tous les 3 mois, on me dit, mais il peut plus y avoir de sortie, tout le monde a vendu, tous les flux se sont arrêtés depuis des années, il n'y a plus rien à vendre sur ces marchés-là de small et mid cap. PEA, PME encore, tu étais en baisse encore en juillet d'août, en liquidité, tu es en baisse depuis 5 ans. Oui, l'avantage des maths, c'est que quand tu perds 50%, tu peux encore perdre 100% derrière, c'est toujours pareil. Donc voilà. Mais après, tu regardes les GAFA qui sont emblématiques. Tu vois, la valo des GAFA, aujourd'hui, c'est peut-être 2 fois intérieur la valo des GAFA de l'époque, en 2000. Donc, en fait, quand elles sont à 25 fois en PE forward,
25 fois, ça paraît pas fou. Hein. Non. Même Nvidia, tu vois l'histoire que tu as en ce moment sur l'IA, tu te dis, si vraiment c'est eux les patrons de la nouvelle vague, qui vient juste de commencer, bah, tu les vends pas, hein, t'en achètes Et encore. ça ruisselle pas un peu chez nous? Ça peut pas ruisseler sur des sociétés qui seraient branchées sur l'écosystème Nvidia En fait, et compagnie. Si, dans le PE, tu le vois, les Hugging Face, des sociétés non cotées comme ça, Ah oui. t'en as. Hein. T'as pas mal de sociétés privées, des Français Hugging Face, hein, par exemple, hein, qui sont à New York, malheureusement. Et non, dans les boîtes cotées IA Europe, t'as quelques petits trucs, mais t'en as pas beaucoup, en fait. Donc et puis en tout cas qui ne justifie pas, et avec un risque potentiel lié à une maturité qui fait que STM, qui est quand même une boîte de semi-conducteurs de premier rang. Alors après, c'est pas l'IA et les GPU leur gros marché, mais quand même 5 à 6 fois plus de semi-conducteurs dans une voiture électrique, dans une voiture normale. Oui. Donc tu as un marché qui pas est cher. juste Ça reste pas énorme. cher. Non, mais c'est pas cher, c'est à 12 fois le PE. Oui. T'as entre 10 et 12 fois les Oui. résultats. Donc, Une boîte industrielle, quoi. Ça se paye comme une industrie, quoi. Ah ouais, avec, ça se paye pas comme une tech. avec une croissance comme Ah ça. oui, je sais bien. Donc non, en fait, les marchés, la réalité, c'est que non, on est toujours sur les mêmes trucs. Et je comprends, c'est-à-dire que depuis 4-5 ans, l'intérêt à aller en dehors des sentiers battus n'a pas été rémunéré. Donc au bout d'un moment, les gens le feront plus. Bon. Après, Moi, je pense que ça oui. reviendra. Non, mais Nvidia, c'est Nvidia. Mais après, je vois des secteurs en Europe. Je sais pas, l'automobile fait bien depuis le début de l'année. Les financières font bien depuis le début de l'année. C'est quand même là aussi, c'est des secteurs value. Alors, c'est pas les chiffres de performance de Nvidia. Ça double pas tous les 6 mois, mais il y a un ça sujet. fait de la perf. Regarde, quand dans même la sur ces pharma, tu as une secteurs-là. belle nouvelle. Oui, c'est quoi, Novo Nordisk? Oui. Ouais, mais attends, on en parlera après parce que je vais faire tourner la parole, Sébastien. Mais du coup, est-ce qu'on trouve quand même comme le disait Sébastien, très bien, est-ce qu'en dehors des 7 magnifiques et des quelques top méga cap mondiales, est-ce qu'on est rémunéré pour prendre du risque en dehors de ces valeurs-là et de ces secteurs-là aujourd'hui? Non, pas tellement. Non. Et puis la conclusion est assez bien trouvée. On fait toujours les mêmes trucs. Et ça fonctionne comme ça. Malheureusement, alors il y a une très bonne lecture bottom-up, mais il y a aussi une lecture top-down. Et le marché a été un peu guidé par les taux. Et donc finalement, quand on regarde sur cet été, et même au-delà, on a été dans un marché de range. Sauf pour quel indice, quel secteur? La tech, spécifiquement la tech US. Donc oui, et en plus, effectivement, la valorisation n'est pas excentrique. Donc on a plutôt tendance à s'engouffrer là-dedans pour essayer de faire un petit peu de performance. D'autant que je rappelle quand même que pour un asset manager, si vous n'étiez pas hyper bull janvier-février, la perte de l'année, elle passe sous le nez. Bah oui, c'est ça. Donc je ne dis pas qu'il faut chasser la performance des indices à tout prix, mais on essaie quand même de se ranger un petit peu plus du côté du marché. On est comparé à des benchmarks aussi, donc ça ne joue pas en notre faveur. Et donc oui, finalement, c'est le seul secteur qui a vraiment bougé, même si, alors sur l'automobile, je ne me prononcerai pas tellement, ça a peut-être bien fait, je n'ai pas spécialement regardé, mais sur les bancaires, typiquement, oui, c'est normal que les bancaires aient bien fait. On a eu quand même une période de hausse de taux assez forte qui leur convient bien. On est dans un contexte qui est toujours inflationniste, ce qui leur convient bien aussi. Donc oui, et puis elles ont publié de bons résultats. Donc c'est logique qu'elles fassent plutôt bien. Mais globalement, quand on regarde le marché, oui, à part la tech où le range est beaucoup plus large finalement, les autres sont un peu stables, un peu trop stables. Alors après, il n'y a pas que les actions. Hein. Je ne veux pas limiter évidemment l'analyse au marché actions parce que l'avantage d'une gestion diversifiée, c'est qu'aujourd'hui, il y a des classes d'actifs qui sont peut-être en termes de risk-reward intéressant ou plus intéressant même peut-être que ça ne l'a jamais été depuis des années. Donc les produits de taux notamment, le crédit, est-ce qu'on trouve encore là des zones confortables où on est sur le crédit, la dette d'entreprise, où on trouve des rémunérations correctes par rapport au risque pris Oui. Alors, sur les taux, d'abord, ça peut être intéressant, en particulier les taux US, parce que les taux euros peuvent encore monter. Comme je le disais auparavant, sur les taux US, pour aller faire du portage, pour aller faire du rendement, et en plus, avoir une couverture finalement contre un risque extrême, mais même pas extrême, on l'a vu typiquement sur SVB, où on a perdu 100 points de base
en mars avec un dollar qui s'est réapprécié finalement. Là, on est un peu dans cette configuration-là où on peut aller chercher du 5% sur la partie courte et du 4,20 sur la partie longue. Donc c'est assez intéressant d'un point de vue portage. Et sur le crédit, aujourd'hui, on a quand même des spreads. Donc la fourchette, on va dire la moyenne de long terme, c'est entre 200 et 400 points de base. D'accord. Là, on Par rapport aux titille les 200 400 risques, points de hein, base. c'est ça. Voilà. D'accord. Là, on titille les 400 points de base. Et puis quand il y a un risque de défaut très très fort, on sort par le haut de cette fourchette. Bon, là, on est vers les 400 points de base. Que ça rémunère, c'est à peu près 7% de taux de défaut en moyenne sur les 3-4 prochaines années. Donc, à moins de penser qu'on rentre dans un scénario très pessimiste où le taux de défaut va être très très fort à un moment donné, ce qui va tirer la moyenne vers le haut au-delà de 7% par an, ça me paraît peu probable. Donc, ça reste intéressant. Et la deuxième chose, c'est que là, pour le coup, les indices sont plus faciles à battre. Ouais. Parce que aujourd'hui, ce qui fait la performance du crédit, à mon sens, c'est le bond picking. D'accord. Un exemple très parlant, c'est Casino. Casino, c'est l'accumulation de problèmes structurels et historiques qui s'est matérialisée dans des conditions de marché. Et en fait, les sociétés qui vont faire défaut, ce sera probablement ça également. Donc finalement, là, le bond picking et la gestion active prend tout son sens. Donc sur le crédit, on est plutôt positif et sur les taux aussi. Et malheureusement, je pense que c'est ce qui explique en partie le fait que les flux ne reviennent absolument pas sur les small. Je me suis beaucoup posé la question. J'ai eu pas mal de positions small. Ça ne fonctionne pas malgré une valorisation extrêmement attractive. Ouais. Donc aujourd'hui, ce risque-là n'est plus rémunéré malheureusement. Xavier, sur les stratégies et les convictions d'investissement là en cette rentrée? Je suis assez en ligne sur les taux. On est long sur la duration US. Donc c'était intéressant à 3,80, 3,90 sur le 10 ans américain. Ça allait d'autant plus à plus de 4% exactement, sur le 10 ans. Quoi. Nous, on pense que vers la fin de l'année, on peut être à 4 dans un scénario central. Et puis la balance des risques justifie ça. Sur l'Europe, c'est vrai qu'il va y avoir pas mal d'émissions là en septembre, donc on fait un peu attention, même si le niveau des taux est aussi raisonnable. Moi, je fais plus attention sur les pays du Sud de nouveau parce qu'on a tout le cycle budgétaire et les négociations des règles budgétaires. Alors, ça n'a pas, pour l'instant, jusque-là, les taux ont très bien tenu. Hein, sur les taux souverains. Oui. Sur du souverain, du spread souverain italien. Là, on fait un peu plus attention là-dessus. Et sur le crédit, pour nous, c'est surtout, il y a deux marchés, il y a le corporate et le financier. Et nous, on est très positif sur le financier. Ah, la dette bancaire. Ouais, il y a encore des primes de risque, ça a baissé depuis SVB, bien sûr, de mars, mais ça reste bien. On voit le marché qui se réouvre aussi sur les subordonnés bancaires. Non mais c'était une vraie question. Oui. Alors pas post SBB, mais post Crédit Suisse. Est-ce que ce marché n'est pas mort-né? On ne va pas refaire toute l'histoire, mais il avait coupé toute la valorisation des dettes hybrides de Crédit Suisse sans mettre les actions totalement à zéro, et ça avait créé un stress. Les régulateurs européens scandale même au sein du monde financier et de la régulation financière. Et là, ce marché-là vit toujours. Oui, ça revit. Il y a eu une période, il y a eu 2-3 mois un peu dur, et ça s'est réouvert. Non, ça marche très bien et structurellement, je pense qu'on aura un re-rating des banques. C'est pas très dur, vous allez me dire. Mais donc là-dessus, on est assez positif. Sur le corpo, on est beaucoup plus sélectif. Là aussi, je pense que le bond picking va être très important, sachant que en 2023, on était tranquille parce que les refinancements étaient assez loin. Là, on commence à voir un mur de dette pour fin 2024. 2025, peut-être que les investisseurs vont commencer à s'y intéresser un peu, Voilà. Donc on fait un peu plus attention sur le high yield corpo en Europe. On termine avec Novo Nordisk. On en a parlé quasiment tous les jours. Non mais moi ça fait des mois qu'on suit l'histoire, et je salue Éric Le Berrigaud de Stifel aujourd'hui, qui est analyste santé, qui il y a 9 mois déjà nous avait parlé de ces indications dans l'anti-obésité développées chez Novo et les perspectives peut-être historique même qu'on pourrait avoir sur ces molécules-là en termes de blockbuster. Aujourd'hui, c'est le benchmark, c'est 20 milliards pour un blockbuster dans la santé sur des hypertenseurs ou anti-hypertenseurs, etc. Peut-être que demain, ces molécules-là feront plus de chiffre d'affaires que ces chiffres-là. Moi, ce que ça m'inspire, deux choses. La première chose, c'est que Novo Nordisk, qui il y a 10 ans, était suivi par les analystes small mid-cap santé. Premier élément. Deuxième élément, un peu comme le Viagra. Non, mais c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans le vivant. C'est-à-dire que des fois, on découvre des trucs un peu par hasard. Et qu'on est, je pense, à l'aube, parce qu'on parlait d'IA tout à l'heure avec NVIDIA,
La réalité, c'est que le secteur qui va, à mon avis, dans les années à venir, va être le plus dramatiquement, au sens positif, Ouais, j'entends. changé, Ouais. c'est la santé. Ouais. Le mariage IA de la santé. Enfin, Moderna est quand même l'exemple vivant du mariage entre IA, santé et robotique. Intéressant. Si on veut sortir du Nvidia et des GPU, si on veut se positionner sur le thème de l'IA à travers un secteur, vous dites c'est le secteur de la santé qui, de manière évidente, va récolter peut-être le plus vite les fruits de l'IA générative. 2009, moi j'ai vu quand j'ai vu les premières boîtes de biotechnologie à l'époque, je me suis dit, en discutant avec les gens pour les tests, s'il y a une industrie qui va être révolutionnée par la loi de Moore, c'est la santé. Parce que l'IA et la robotique, c'est juste... Quand ils faisaient une pipette pour faire un test, je me rappelle Selectis, à l'époque, ils faisaient 1000 tests par jour ou je sais pas quoi. Avec la robotique, c'est des milliers, voire des millions. Donc, il y a plein de boîtes qui travaillent là-dessus. Donc, sur le diagnostic, sur la recherche, sur la découverte de produits, on verra bien. Mais sur le diagnostic et tous ces sujets-là, je pense que c'est un phénomène d'accélération. C'est juste le début. Non, mais les perspectives sur ces sujets-là sont extraordinaires. Donc, évidemment, qu'il faut s'intéresser à ces choses-là. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Sébastien Lalvé, la financière Arbevel, Xavier Chapard, LBPAM et Alexandre Taïeb, Sycomore Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des actions européennes, avec l'idée de plonger un petit peu dans la dynamique des marchés d'actions en Europe à travers l'été pour faire un état des lieux de rentrée, comme le veut la tradition. Et c'est Roland Caloyan qui est à mes côtés en plateau, le responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB. Bonsoir Roland. Bonsoir Gérard. Merci beaucoup d'être là. J'essaie effectivement à chaque rentrée de dresser un état des lieux. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé ou pas à travers l'été. Et c'est vrai qu'un constat s'impose quand on parle des actions européennes et quand on regarde les actions européennes, le marché d'actions en Europe, d'un point de vue indiciel. En regardant des indices larges comme le Stock 600 que vous suivez évidemment, qui apporte une lecture peut-être partielle ou tronquée peut-être de la dynamique des marchés, mais qui est quand même un baromètre toujours important à suivre. Quand on prend ces indices larges, le constat qui s'impose, c'est que le marché européen semble comprimé entre deux forces opposées et pas juste depuis cet été. Le Stock 600, vous l'écriviez vous-même dans une note fin août, Roland, ne fait plus rien ou quasi plus rien depuis février ou mars. Oui. Comment on explique cette situation qui dure quand même plusieurs mois Alors c'est une logique de range indiciel, c'est ça, techniquement c'est comme ça qu'on appelle, on a des bandes de fluctuation, un canal de fluctuation avec des bornes hautes et basses qui sont bien identifiées, dont on sort quasiment pas, donc depuis près de 6 mois maintenant. C'est vrai que ça dure. Oui, effectivement, il n'y a pas de tendance dans les marchés actions européennes, en tout cas quand on regarde les grands indices. D'ailleurs, les grands indices sont importants, parce qu'il y a la gestion passive, les ETF, évidemment. Beaucoup, on connaît un grand succès, donc beaucoup sont investis sur les ETF et se laissent porter par le marché. Donc, il ne faut pas sous-estimer aussi l'aspect indiciel. Ça, c'est assez important. Si on regarde, pour qu'un marché monte, soit il faut que les multiples, la valorisation monte, soit il faut que les bénéfices montent. Donc, il faut un des deux moteurs. Et nous, on a fait le constat assez rapidement que, en termes de valorisation, le marché était bien valorisé dès le mois de février. Et en ce qui concerne les perspectives sur les bénéfices, on avait une croissance déjà plutôt bonne. Et voire, par rapport à ce qui est attendu, on pourrait être légèrement en baisse. Donc aujourd'hui, on a 0% de croissance attendue pour 2023. On a un marché qui se traite sur des multiples relativement correct, surtout quand on compare au taux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, maintenant, il y a une alternative. On se souvient de There is no alternative, où on disait, il n'y a pas de taux, on n'a rien sur les marchés. Sur les marchés de taux, on avait des taux à zéro et donc on achetait des actions et on ne regardait pas forcément les valorisations. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une alternative. Il y a des taux avec des rendements très, très intéressants. La partie courte, la partie longue de la courbe, obligataire privé comme public. Et donc, effectivement, on trouve que le marché, pour continuer à grimper, ça commence à être compliqué. Effectivement. Si on regarde
sous la surface, ou si on regarde peut-être de manière un peu plus fine la situation, parce qu'il se passe toujours quelque chose évidemment sur un marché. Dire qu'il se passe rien depuis mars, ça accroche, mais la réalité c'est quand même qu'il y a des mouvements, notamment de rotation sectorielle. Et vous l'écrivez vous-même, c'est pas parce qu'un marché est à plat depuis plusieurs mois que ça empêche d'avoir des convictions, et des convictions d'un point de vue sectoriel notamment, Roland. Qu'est-ce qui a changé ces derniers mois dans les convictions que vous portez et que vous apportez à vos clients sur les actions européennes ? On a fini l'année 2022, on a commencé l'année 2023 avec une sous-valorisation sur le compartiment cyclique. Cette sous-valorisation, maintenant, elle n'existe plus. On a neutralisé, quand on regarde en termes de valorisation par rapport à longue période, entre les cycliques et les défensifs. Et ça, c'est un point très important, en particulier dans la gestion active, parce que si on avait commencé l'année avec un portefeuille trop défensif, avec des valeurs défensives, les staples, des valeurs à faible bêta, etc., on avait effectivement raté, en particulier, comme on disait, c'était la performance de l'année, c'est fait vraiment sur les premières semaines. Donc il fallait avoir vraiment une exposition plutôt cyclique. Depuis, c'est beaucoup plus contrasté. On voit même durant l'été, on a des cycliques qui ont bien fait, mais des défensifs qui ont bien fait, le pharma, les financières, quelques industriels. Et puis, on a vu, par exemple, les métaux, etc., des secteurs aussi cycliques qui ont mal fait. Donc, on voit que c'est beaucoup plus disparate et il y a moins cette logique de cyclique défensif depuis quelques mois. Et du coup, quel type de positionnement ou de balancement vous recommandez aujourd'hui dans une stratégie action européenne ? Où sont vos convictions, puisqu'on peut avoir des convictions dans ces marchés rangy, Roland ? Oui, alors après, nous, nos convictions, on va dire l'équilibre de portefeuille a changé à partir de juin. Alors, on était, comme je disais, plutôt pro-cyclique sur les 12 mois précédents. Et en juin, on a commencé à neutraliser. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un meilleur équilibre entre le compartiment cyclique et défensif. Mais je précise, on recommande pas d'avoir un portefeuille 100% défensif, il est trop tôt. La récession, on a vu encore les derniers chiffres d'emploi aux États-Unis, c'est pas pour demain. Donc attention à être trop défensif trop tôt. Ceux qui l'ont été au début de l'année savent quelque chose. Et nous, là où on trouve encore un petit peu de valeur, c'est sur les secteurs qui sont complètement délaissés, sur le compartiment value. Il y a des secteurs qui se traitent sur des niveaux récessifs. C'est le cas de l'automobile, par exemple. C'est un secteur qu'on aime beaucoup. Les résultats sont bons. Et d'ailleurs, c'était un des meilleurs secteurs jusqu'à l'été. Là, il y a eu une petite correction. Voilà. C'est un plus 15, plus 20 pour le secteur auto en Europe. C'est cet ordre-là, oui. Tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est un secteur qu'on continue de pousser très fort et qu'on avait depuis le début d'année. Même face sur le secteur auto, et je sais qu'on en parle régulièrement, les gros titres du moment, c'est la vague chinoise, électrique, etc. Même les constructeurs chinois prennent même des parts de marché aux Allemands sur leur marché chinois, etc. D'un point de vue de l'investissement boursier, quand on regarde tout et qu'on fait la somme des choses, vous dites, c'est un secteur en Europe, en bourse, qui a encore du potentiel. Oui. Parce que les résultats ont été très bons. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, il y a seulement une voiture sur 4, 5 qui est une voiture électrique qui se vend. Ça veut dire que 3 voitures sur 4, 4 voitures sur 5, c'est encore des voitures à essence. Et là, les constructeurs européens sont plutôt encore bien placés. Il y a un carnet d'ordre qui est rempli. Ça, faut pas oublier que pendant des mois et des mois, beaucoup de consommateurs, en particulier en Europe, ont attendu leur voiture. Donc ça veut dire qu'il y a encore une bonne visibilité sur les carnets d'ordre. Il y a la valorisation qui est vraiment au tapis. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est sur des multiples proches de crise ou de récession déjà. Donc vraiment, le marché reflète des craintes très élevées. Et voilà, et les derniers résultats ont encore été très bons. Et je précise aussi sur le secteur, parce qu'il a changé aussi quand on regarde un petit peu les différentes marques et les différentes valeurs. La moitié du secteur aujourd'hui, c'est plutôt des marques premium. Alors il y a Ferrari évidemment, mais vous avez Porsche. Vous avez Mercedes, vous avez BMW, enfin voilà, Regarde du poids que ça représente dans le secteur, vous dites c'est un secteur qui s'est quand même considérablement premiumisé. Exactement. Alors que effectivement, la concurrence chinoise va venir d'abord sur l'EV et aussi sur les mass market surtout.
Si le risque, c'est pas la récession ou tout de suite, en tout cas, c'est ce que vous disiez, attention, on rebalance un peu vers le défensif, mais il faut pas se mettre tout de suite à jouer une récession imminente demain aux États-Unis ou en Europe. D'ailleurs, Roland, est-ce que le risque, à l'inverse, ça peut être des banques centrales, et notamment en Europe, face à une inflation qui serait encore et toujours plus persistante que ce qu'on imagine, des banques centrales, la BCE, qui ne s'arrêterait pas à 4% de taux de dépôt final, comme il y aura peut-être sans doute d'ici la fin de l'année, mais plutôt à 5. Ce sont les questions que vous posent vos clients aujourd'hui. Si les taux en Europe vont à 5, est-ce que le marché est prêt ? La réponse est non. En termes de valorisation, et on le voit bien depuis le début de l'année, et c'est un petit peu d'ailleurs les leçons de cet été. C'est-à-dire que le mois d'août nous a rappelé que les taux, ça compte dans la valorisation. Et quand on a fait un nouveau plus haut, tout de suite on a vu un décrochage des indices, un décrochage des belles valeurs de croissance qui ont tiré vers l'indice vers le bas. Donc oui, les taux, on va surveiller cela évidemment. Et donc, quelque part, c'est pour ça que je dis que le marché est pris entre le marteau et l'enclume, quelque part, parce que d'un côté, on a la récession, et ça, c'est pas bon pour les bénéfices. Mais de l'autre côté, si les taux continuent à monter, c'est pas bon pour les multiples. Donc là, effectivement, ça explique pourquoi, effectivement, depuis quelques mois, le marché est dans un tunnel. Ouais. Et quand on fait les maths sur l'idée d'un taux de dépôt BCE à 5%, qu'est-ce que ça donne ? De combien est-ce que le marché européen se retrouverait surévalué dans cette configuration-là qu'il ne faut pas écarter, hein ? Oui, on a modélisé un taux à 5%, on arrive sur une correction entre 13 et 19%. Ça va dépendre évidemment de beaucoup de paramètres, mais voilà, on communique sur une quinzaine de pourcents, si on veut faire un chiffre médian, une quinzaine de pourcents de baisse. Ça, c'est si évidemment les taux montent parce que la BCE va plus fort ou qu'il y a une grosse panique sur le marché obligataire. En termes de perspectives bénéficiaires, alors il y a eu quand même un momentum de bénéfices évidemment particulièrement fort ces derniers trimestres. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'issue des résultats du deuxième trimestre ? Et tout le monde est déjà en train de peaufiner peut-être même ses prévisions 2024. Les outlooks vont bientôt arriver. Donc quelle est la perspective que vous pouvez dresser pour 2024 du point de vue de la dynamique des bénéfices des entreprises en Europe ? On sort d'un trimestre des résultats qui est plutôt bon. On a eu plutôt des bonnes nouvelles. Mais effectivement, sur les guidance 2024, c'est plutôt prudent. Et on voit bien que les chiffres ont été révisés à la baisse. La croissance pour 2023 a été révisée légèrement à la hausse, mais la croissance 2024 a été révisée à la baisse. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et nous, on a communiqué beaucoup là-dessus, parce qu'on parle beaucoup des bénéfices et des résultats, mais quand on regarde le chiffre d'affaires, c'est les volumes et les prix. L'inflation baisse. Donc c'est une baisse généralisée des prix, et donc ça se reflète aussi dans les revenus. Et donc au niveau des revenus, c'est beaucoup plus balancé qu'au niveau des résultats. Sur le dernier trimestre, on a vu autant de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Donc ça, c'est aussi pour moi une des grandes conclusions de ce trimestre, c'est que la baisse de l'inflation risque de mettre pression aussi les résultats. Est-ce que les entreprises, est-ce que vous observez dans des secteurs un retour de flamme qui va être peut-être violent pour des entreprises qui ont eu des comportements de prix agressifs, qui ont profité après des années de déflation, de désinflation en Europe, il faut toujours le rappeler. Il y a eu un moment d'opportunité extraordinaire. On parle de surprofit dans quasiment tous les secteurs. Est-ce qu'il y a des secteurs qui vont être plus sensibles que d'autres à ce retour de flamme, d'une certaine manière, de l'inflation, si elle continue de baisser, Roland ? Moi, je suis plus inquiet sur les valeurs sur lesquelles le marché oublie qu'il y a une cyclicité. Je donne un exemple, mais ça va aussi dans le pricing power, c'est le secteur du luxe, par exemple. Je trouve que c'est un secteur qui a été très porteur, évidemment, qui cochait beaucoup de cases, des beaux bilans, du pricing power, etc. Et aujourd'hui, on se traite sur des multiples très, très élevés. Et je pense effectivement, et surtout avec le news flow qu'on a de la Chine, que c'est pas un secteur qui est complètement immunisé d'un ralentissement économique. D'ailleurs, on le voit dans les chiffres aux États-Unis, ça commence à être un peu moins bien. Et ce qui m'inquiète, parce que ça reste quand même un secteur de croissance, c'est les multiples avec lesquels on les paye. Donc
Ça, voilà, c'est un secteur sur lequel, effectivement, aujourd'hui, je suis plus inquiet. Et c'est un secteur qui a bien bénéficié de hausses de prix. Bon, on l'a vu à travers l'été, au fur et à mesure qu'on s'inquiétait pour la Chine, on a vu le secteur du luxe en Europe caler un peu, effectivement. Merci beaucoup Roland, merci pour votre éclairage sur la situation des marchés d'actions en Europe et ces éléments de stratégie que vous recommandez à vos clients aujourd'hui. Roland Calognan, responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.